Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. L'Irak, un journaliste français a été enlevé avant-hier, on l'apprend aujourd'hui. Il s'agit d'Alexandre Jordanov de l'agence CAPA. Jean-Pierre Raffarin appelle ce soir tous les Français présents sur place à quitter le pays. 4 civils italiens ont également été capturés. En revanche, les ressortissants chinois, russes et ukrainiens ont été relâchés. En France, c'est reparti pour la réforme de l'assurance maladie. Premiers entretiens entre Philippe Douste-Blazy et les syndicats. Le bilan, un climat plutôt positif, mais une grande prudence sur le fond. Près d'une semaine après la disparition du petit Jonathan, le parquet de Saint-Nazaire ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration criminelle. De retour en classe, ses camarades ont bénéficié de l'assistance de psychologues aujourd'hui. La réforme du divorce, discutée à l'Assemblée, il s'agit de simplifier et d'humaniser les procédures. Nous verrons notamment comment la présence d'un médiateur peut faciliter la séparation. Enfin, les leçons de la canicule et leurs effets inattendus. À 2 mois de l'été, les vendeurs de climatisation sont déjà en rupture de stock dans plusieurs villes du sud de la France. Pour commencer donc l'Irak, avec, je vous le disais en titre, pour la première fois un Français sans doute pris en otage. On l'a appris il y a 1h30, il s'agit d'un journaliste, Alexandre Jordanov, de l'agence CAPA. Il a été enlevé dimanche alors qu'il tournait un reportage à une 50aine de kilomètres au sud de Bagdad pour Canal+. Son caméraman Yvan Seriex était avec lui, mais il a ensuite été relâché. Nous retrouvons tout de suite en direct Martine Laroche-Joubert dans la capitale irakienne. Martine, vous étiez vous-même dans cette zone au sud de Bagdad dimanche dernier. Oui, exactement. Nous étions dans la même zone et ils ont été pris pendant qu'ils filmaient l'attaque d'un convoi américain par des fédayines. Une attaque d'ailleurs que nous avions nous-mêmes filmée. Alors ils étaient 2 journalistes de CAPA, ils se sont trouvés séparés dans les combats. Alors le premier a vu une voiture s'arrêter auprès de lui, il a cru que c'était des policiers irakiens. Il est monté dans la voiture et puis finalement il a passé la nuit, une kalachnikov sur la tempe. Il a été relâché le lendemain matin parce qu'il était français. Le deuxième, il est aux mains d'un autre groupe armé, ils ne se sont pas vus, mais il y a des négociations en cours pour le faire libérer le plus rapidement possible. Merci Martine. On estime aujourd'hui qu'une centaine de Français sont présents en Irak, journalistes, diplomates ou personnel humanitaire. Et Jean-Pierre Raffarin, je vous le disais, a recommandé formellement à chacun de quitter le pays. C'était à l'Assemblée tout à l'heure, on l'écoute. J'appelle tous les ressortissants français qui se trouvent actuellement en Irak de bien vouloir rentrer. Et je demande à tous ceux qui prévoient dans les jours à venir un déplacement en Irak de bien vouloir reporter leur déplacement. Il s'agit du principe de précaution et de prudence. Il s'agit là d'une position de la France vis-à-vis de ses ressortissants. Je crois qu'on ne peut pas traiter ce sujet avec légèreté. La France est engagée pour la paix en Irak. Elle l'a toujours été et elle le restera. En tout cas, cette stratégie de la prise d'otages gagne un peu plus de terrain tous les jours. Elle vise bien sûr les opinions publiques des pays concernés. Selon la coalition, une quarantaine d'étrangers de 12 pays seraient actuellement retenus. Claude Sampère. Ce sont les 4 derniers otages présentés dans une vidéo. 4 Italiens travaillant pour une société de sécurité américaine, enlevés hier en Irak et montrés tout à l'heure par la chaîne de télévision Al Jazeera. 4 hommes qui tiennent dans leurs mains leur passeport. On les voit entourés par leurs ravisseurs qui menacent de les exécuter si l'Italie ne retire pas ses troupes d'Irak. Depuis quelques jours, les enlèvements d'étrangers se multiplient en Irak. Quand les personnes enlevées n'appartiennent pas à un pays de la coalition, elles sont, en général, libérées assez vite. Comme ces techniciens russes d'une centrale thermoélectrique, ils ont été capturés hier et libérés ce matin. Selon un porte-parole de la coalition, il y aurait à l'heure actuelle une quarantaine d'étrangers enlevés originaires de 12 pays. La quasi-totalité de ces otages sont des civils qui étaient venus travailler en Irak à la recherche d'un salaire élevé dans ce pays à risque. L'Américain Thomas Hamill, par exemple, enlevé vendredi dernier, il avait choisi un emploi de chauffeur de camion-citerne. Père de 2 enfants, il voulait tout simplement aider sa famille, très endettée. Parmi les otages, on compte également des journalistes, notamment 3 Tchèques que l'on voit ici sur des images d'archives. Il y a aussi des coopérants comme les Japonais enlevés jeudi dernier. Et depuis moins d'1 heure, on sait également qu'un journaliste français de l'agence CAPA a été enlevé à son tour. Dans chaque pays, comme ici au Japon, l'attente se poursuit. Ce soir, la France, le Portugal, la Russie et l'Ukraine appellent tous leurs ressortissants à quitter l'Irak.
Et voici maintenant un témoignage, celui d'un journaliste français, un photographe de l'agence Magnum, Abbas. Il a lui-même été capturé, tenu au secret, menacé pendant une journée. Il est rentré à Paris ce matin. Bernard Lebrun, Édouard Perrin. Il est désormais à l'abri, dans la salle des photographes de l'agence Magnum. Abbas, 60 ans, 23 ans d'agence. À l'aune de son vieux boîtier, il en a couvert des guerres et des conflits. De retour d'Irak, il s'empresse de sélectionner ses clichés sur planche contact. Vendredi dernier, en plein soulèvement chiite, y compris à Bassora, après cette photo à la mosquée, pour lui, le temps s'est arrêté. J'étais avec une journaliste de la BBC et nous avons été arrêtés tous les deux par des miliciens armés. Ils nous ont emmenés dans un minivan, dans un minibus, nous ont bandé les yeux, nous ont emmenés dans un endroit. Et au bout d'un certain temps, ils nous ont fait déchausser, donc j'ai su que c'était une mosquée. Et puis, ils voulaient vérifier qui on était. L'accusation d'espionnage est classique contre tous les étrangers présents, surtout ceux équipés d'appareils photo. Une certitude, selon Abbas, ces ravisseurs sont bel et bien des miliciens de Mortada Sadr, l'imam radical de Nadjaf. C'était les gens de Sinde. Et pour moi, le plus extraordinaire, c'est que cette arrestation s'est faite de façon illégale, bien sûr, mais devant une cinquantaine de policiers en uniforme et armés. La détention et les menaces physiques ont duré 2 longues heures. Puis les 2 journalistes sont emmenés en dehors de la ville et relâchés sur une route après avoir été dépouillés de leur téléphone satellite. J'ai eu de l'appréhension quand ils m'ont photographié, oui. Ça, je me suis dit, ça, c'est pas bon signe. Mais en même temps, comme j'avais toujours les yeux bandés, je me dis que c'est pas trop mauvais, parce qu'en général, quand on veut des otages, on monte leur visage. Prudemment, Abbas a décidé de quitter l'Irak pour un certain temps. Il le sait, il ne faut pas trop souvent déjouer la chance. Alors, qui sont les preneurs d'otages? Ces actions sont-elles approuvées par la population? Quelques éléments d'appréciation maintenant. On retrouve nos envoyés spéciaux Martine Laroche-Joubert et Patrick Desmully. Ils ont pu rencontrer l'imam qui a accompagné les otages chinois au moment de leur libération. Ce religieux, un cher sunnite, est le médiateur qui a permis la libération des otages chinois. Ils ont été retrouvés devant cette mosquée. 7 pêcheurs d'une petite île de mer de Chine, partis en Irak pour faire fortune, 90 $ par mois pour un travail de peintre. Enlevés dimanche dernier près de Falloujah, ils ont été libérés le lendemain. Un soulagement pour le premier secrétaire de l'ambassade chinoise à Bagdad. Il exprime sa gratitude aux côtés du Cher qui représente l'association des religieux islamiques. Le Cher nous montre le message des ravisseurs remis avec les otages chinois. Il est signé du groupe Abu Obeida al-Jarrah, du nom d'un célèbre combattant du temps de Mahomet. Il est écrit « Nous relâchons les otages à votre demande », nous dit le Cher. Dans cette mosquée, des hommes armés montent la garde. Même dans les lieux saints, la paix ne connaît plus de sanctuaire. Sur la stratégie des enlèvements, le Cher prend une position nuancée. Falloujah est un état de guerre. Chaque personne qui y pénètre s'expose à des risques. Si leur papier d'identité prouve qu'ils n'ont rien à voir avec la coalition, ils seront libérés. Et si ce n'est pas le cas, ils seront considérés comme des prisonniers de guerre. Une fin heureuse pour les otages chinois. Leur pays est hors coalition. D'autres étrangers n'ont pas cette chance. Reportage tourné également avec Éric Giette, Vincent Lejeune et Oussana Ibrahim. Quelques mots sur la situation militaire maintenant et d'abord le dilemme américain illustré par cet épisode. Les Marines ont arrêté ce matin un lieutenant du chef de la milice chiite Moqtada al-Sadr alors qu'il venait d'accorder un entretien à la presse italienne dans un hôtel du centre de Bagdad. Quelques heures plus tard, changement de cap, l'homme a été libéré. Et un peu plus tard, c'est son chef, Moqtada el-Sadr en personne, qui s'est exprimé publiquement, comme pour narguer les troupes américaines. Lors d'un entretien à une télévision libanaise, il a indiqué qu'il était toujours favorable à la médiation menée par des hautes autorités chiites, mais s'est dit prêt également au martyr pour chasser les Américains. Et puis côté sunnite, cette fois, les combats ont repris à Falloujah, la ville symbole de la résistance. Image commentée par Christian Autain. Des tirs nourris contre une mosquée à Falloujah. En bas, des soldats américains en position offensive. Comme l'a montré aujourd'hui la chaîne Al Jazeera, la ville assiégée a été le théâtre de combats sporadiques. En fait, la trêve en vigueur depuis dimanche n'a jamais semblé aussi fragile. Falloujah, ville fantôme, désertée de ses habitants, mais quadrillée par des patrouilles américaines. Leur cible, les insurgés qui tiennent toujours le centre-ville.
Selon les Américains, le Jordanien Al-Zarqawi serait parmi eux. Il est soupçonné d'être responsable de plusieurs attentats sanglants en Irak. Toute la zone à l'ouest de Bagdad échappe au contrôle des soldats de la coalition. Un Marine a été tué et 7 autres blessés dans un accrochage. À Al-Karma, les rebelles ont détruit ce camion militaire. Cet homme accuse les Américains de lâcheté, d'être venus pour tuer les femmes et les enfants, et non pour libérer le pays. Tout près de là, un hélicoptère s'est écrasé après avoir été pris pour cible. Selon l'armée US, 3 soldats ont été blessés lors des opérations de secours. Et pour refermer ce chapitre irakien, nous allons voir comment cette situation très incertaine pèse sur le moral des Américains. Exemple, l'histoire de la famille Whitmer. Les 3 filles sont engagées en Irak. Il y a 4 jours, leurs parents ont appris la mort de l'une d'entre elles dans une embuscade. Ils demandent maintenant la démobilisation des 2 autres. À Washington, Alan Chalvron, Aaron Diamond. Elles avaient leur petite célébrité dans leur Wisconsin natal, les 3 sœurs Whitmer. D'abord parce qu'elles étaient inséparables, et donc toutes les 3 en Irak. Et ensuite parce que 2 d'entre elles, les jumelles, se ressemblaient vraiment comme 2 gouttes d'eau. Michelle, une des jumelles, avait le verbe haut et le discours patriotique. Nos parents nous ont toujours montré tout ce que l'Amérique nous a donné et nous voulions lui rendre quelque chose en échange. Quelle chance nous avons en tant qu'Américains d'être nés dans ce pays. Seulement voilà, vendredi, Michelle est partie en patrouille dans un Humvee, exactement comme sur cette photo. La patrouille a été prise en embuscade. Michelle est morte, elle avait 20 ans et devait rentrer au pays 5 jours plus tard. On ne verra donc plus les 3 filles Whitmer ensemble, mais restent les 2 autres, Rachel et Charity, la dernière jumelle. Elles sont toujours en Irak et viennent de recevoir un ordre de prolongation de 3 mois. Trop, c'est trop, dit-on dans la maison en deuil du Wisconsin. Notre famille a déjà fait assez de sacrifices. Nous avons donc demandé à l'armée de faire une exception et qu'après les funérailles, Rachel et Charity ne retournent pas en Irak. L'affaire a été reprise par les télévisions. Les sœurs Whitmer étaient devenues les soldats Ryan de cette guerre, à tel point qu'il y a quelques instants, CNN a interrompu ses programmes pour annoncer la bonne nouvelle. Les 2 filles survivantes pourront, si elles le souhaitent, ne pas retourner en Irak après les funérailles. Et puis à noter ce dernier sondage, quelques mois avant la présidentielle américaine, George Bush est donné battu par John Kerry, 7 points d'écart entre les 2 hommes. George Bush qui s'apprête à recevoir Ariel Sharon, le Premier ministre israélien, est arrivé à Washington tout à l'heure. Au menu des discussions, le retrait israélien de Gaza. Juste avant de partir, Ariel Sharon a indiqué qu'il maintiendrait en revanche la quasi-totalité des colonies en Cisjordanie, soit plus de 200 000 colons, sans compter Jérusalem-Est. Les discussions s'annoncent donc assez houleuses. En France, d'abord ce premier test pour le gouvernement Raffarin 3, le début des discussions entre le ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy et les syndicats sur la grande réforme de cette année 2004, celle de l'assurance maladie. Résultat des courses, des sourires, mais de la prudence aussi. Nous avons déjà un schéma de travail, a indiqué le ministre, mais il s'est gardé de le rendre public. Peggy Leroy, Chloé Lecomte. Consulter et surtout se rapprocher des syndicats. Le ministre de la Santé et son secrétaire d'État n'ont pas hésité à faire profil bas et à jouer les déménageurs. L'heure est à l'écoute des partenaires sociaux. Tous les Français nous attendent. Ils n'ont pas envie d'un énième plan uniquement d'augmentation de cotisations et de diminution des remboursements. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'abord savoir comment demain on redéfinit, on réécrit une page de la sécurité sociale. Premier reçu, Jean-François Chérec pour la CFDT. Pour financer l'assurance maladie, il serait d'accord pour une augmentation de la CSG, à condition que les cotisations patronales augmentent, elles aussi. Jean-Claude Mailly, pour Force ouvrière, a redit son opposition à toute baisse des remboursements. Une position partagée par tous les syndicats. Jean-Claude Mailly est ressorti plutôt satisfait par l'attitude du nouveau ministre. Ça a été un peu plus loin qu'avec le précédent gouvernement, par exemple. On a, nous, exposé, par exemple, quelques éléments que j'indiquais sur tous les aspects financiers. Donc ça a été noté. La discussion est allée plus loin, même si pour le moment, le gouvernement ne s'engage pas en tant que tel. Dernière arrivée, la CGT avec Bernard Thibault. Méfiant, le secrétaire général veut que le gouvernement mette carte sur table tout de suite. Attends d'y voir un petit peu plus clair sur les intentions du gouvernement qui vont bien finir par s'exprimer un jour ou un autre. Plus tôt sera le mieux. Philippe Douste-Blazy se donne 3 mois pour y voir un peu plus clair, comme il dit. Autour de sa table doivent encore se succéder les syndicats de médecins, les mutuelles et le MEDEF.
Et voici une piste dont on sait déjà qu'elle sera retenue pour limiter le déficit, celle des médicaments génériques. On en trouve de plus en plus. Demain, ce sera le cas pour le médicament le plus vendu en France, le Mopral. Explication Isabelle Quintard, Agnès Monteux. Entre l'original et la copie, cette jeune femme a choisi. Depuis 1 an, c'est le générique qui a ses faveurs. Vous avez l'habitude d'acheter des génériques? Ouais, j'achète toujours les génériques, dès que le pharmacien me le propose. En France, près de 80% de la population sait que le générique est une copie à l'identique du médicament. Mais la confiance reste encore à gagner. Par exemple, les personnes vraiment très âgées qui viennent, c'est risqué de leur mettre une confusion dans leur esprit. Et ça m'est déjà arrivé, parfois, avec des génériques qu'effectivement ils puissent se tromper. Depuis la loi de 98 autorisant les génériques, plusieurs molécules ont été copiées. Le fameux Prozac, le Clamoxyl, un antibiotique très utilisé, et après-demain ce sera au tour du Mopral, un médicament contre les ulcères. C'est le médicament qui coûte le plus cher à l'assurance maladie. L'original coûte un peu plus de 48 €, le générique à droite devrait coûter un peu plus de 32 €, soit 33% de moins, une économie de 50 millions d'euros pour l'assurance maladie. Il est moins cher car il n'y a pas de recherche à faire, juste une copie. Un médicament nouveau est protégé par un brevet pendant 20 ans. Pendant 12 ans, on le teste sur les animaux et les malades. Il reste alors 8 ans au laboratoire pour rentabiliser son produit avant qu'il ne soit copié. Aujourd'hui, près de 200 médicaments peuvent théoriquement être copiés. Aujourd'hui, la part de marché des médicaments génériques représente environ 5% en valeur, c'est-à-dire en euros, et puis 10% en nombre de boîtes vendues. Alors, cette part va considérablement augmenter dans les années à venir. On estime qu'elle doublera à peu près d'ici à 2006. En 2003, les génériques ont permis d'économiser 245 millions d'euros. Le déficit cumulé de l'assurance maladie s'élève, lui, à 30 milliards d'euros. Oui, il faudra aussi trouver d'autres pistes. Donc, autre consultation pour une autre réforme, celle d'EDF-GDF. Il devait s'agir d'une simple prise de contact, mais le nouveau ministre de l'économie Nicolas Sarkozy a surpris tout le monde en proposant un premier document de travail aux syndicats. Il prévoit 5 garanties, pas de privatisation, pas de changement du statut social des agents, égalité d'accès à l'énergie, pérennité des investissements. Écoutez la réaction de Frédéric Ambrecht pour la CGT. Jusqu'ici, ce dossier faisait l'objet d'un passage en force avec aucune discussion sur l'ensemble du champ, qu'il soit social, économique ou industriel, voire financier avec le gouvernement. Et je note avec satisfaction, mais ça je pense, je ne sais pas s'il s'agit simplement du tempérament du nouveau ministre, je pense quand même que l'action, la mobilisation du 8 avril a permis d'agir comme un coton-tige dans les oreilles du gouvernement. On peut que s'en féliciter. Même si effectivement la mobilisation reste plus que jamais d'actualité, puisque sur le choix du changement de statut, nous sommes toujours, selon nous, face à un choix dogmatique. Et ce changement de statut sera adopté avant la fin juillet, c'est ce qu'a annoncé par ailleurs Nicolas Sarkozy. Je me réjouis de cette accélération de calendrier, a commenté le président d'EDF, François Roussely. La disparition du petit Jonathan à Saint-Brévin, comme prévu, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration criminelle a été ouverte aujourd'hui. Il y aura une semaine demain matin qu'on est sans nouvelles de l'enfant. Sur place, Caroline Gauthier, Bruno Vignet. Plus de gendarmes à la recherche de Jonathan dans les rues de Saint-Brévin. Cet après-midi, les forces de l'ordre tiennent les médias à distance de cet appartement où la famille du petit Jonathan a trouvé refuge. Ses parents, très éprouvés, n'acceptent que la courte visite de Nicole Gage, secrétaire d'État aux droits des victimes, et le soutien d'un psychiatre. De leur garçon de 11 ans disparu depuis mercredi dernier, toujours aucune nouvelle. L'enquête menée depuis 7 jours par les gendarmes arrive à son terme sans avoir abouti. La procédure est donc désormais confiée à un juge d'instruction. Une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration. Il y a énormément de choses à faire, des auditions, il y a des vérifications, des croisements d'informations, etc. Donc ça c'est le travail des enquêteurs et du juge d'instruction qui commence maintenant. Cette cellule de recherche d'une vingtaine d'enquêteurs basée ici, à Saint-Nazaire, est à pied d'œuvre depuis ce matin. Son travail va être de recouper des informations, de travailler sur des pistes que l'on doit échafauder, des hypothèses que l'on a déjà échafaudées. Donc c'est un travail d'enquête tout à fait normal. L'instruction devrait donc notamment s'intéresser aux conditions de sécurité dans le centre où Jonathan a disparu. Les portes des dortoirs n'étaient semble-t-il pas fermées à clé cette nuit-là. Quant aux clôtures, elles s'enjambent facilement. À 100 mètres de là, une autre colonie de vacances. Ici, l'enceinte paraît bien plus difficile à franchir. Les bâtiments
sont fermées à clé de l'extérieur, mais tous les enfants peuvent sortir en cas d'incendie. De toute façon, il y a des alarmes incendie classiques. Il y a de la surveillance, il y a le chien, il y a les moniteurs qui sont dans les dortoirs, qui dorment dans les dortoirs. Mais faute de réglementation précise, chaque centre établit en fait ses propres règles de sécurité. Quant aux camarades de Jonathan, ils sont retournés en classe aujourd'hui à Orval dans le Cher. Une journée difficile. Karine Komadzi, André Issora. À Orval, devant la grille de l'école, on pouvait croire à une journée normale. Pour les 24 camarades de classe de Jonathan, c'était une journée particulière. Une journée pour travailler, mais aussi pour parler avec 2 psychologues scolaires. Et ils n'ont pas hésité. La question essentielle aujourd'hui était où est passé Jonathan? Est-ce qu'il a fugué? Est-ce qu'il a été enlevé? C'est la grosse inquiétude des enfants. Et la tristesse. La tristesse, c'est aussi celle des parents, solidaires avec la famille de Jonathan, solidaires aussi avec l'instituteur, absent toute la semaine. Quand on voit l'institut remarquable qu'ils avaient, on peut pratiquement dire que sa vie est détruite par cette histoire. Ce soir, le maire et l'inspecteur d'académie ont réuni parents, enfants, enseignants, gendarmes pour parler à l'abri des caméras. Les parents ont manifesté l'intention d'aider à la fois l'enseignant et d'aider et de soutenir les parents de Jonathan lorsqu'ils rentreront de Loire-Atlantique, où ils sont pour le moment. Au village, tout le monde attend impuissant l'issue des investigations. Demain, les élèves écriront une lettre de soutien à leurs enseignants et aux parents de leurs camarades. En bref, le procès de l'ancien secrétaire d'État aux personnes handicapées, Michel Gilibert, a été reporté au mois de juin par la Cour de justice de la République. Motif, Michel Gilibert n'a pas pu se présenter en raison de son état de santé. Il sera donc entendu à son domicile. Je vous rappelle qu'il est accusé d'avoir détourné via des associations fictives plus d'1 million d'euros, notamment pour payer ses collaborateurs alors qu'il était en fonction au gouvernement entre 1989 et 1993. Un rassemblement silencieux à Épinal, une centaine de personnes se sont réunies devant la maison d'arrêt où un jeune détenu de 18 ans s'est pendu dans sa cellule au début du mois. Condamné à plusieurs courtes peines pour viol et violence, il était détenu au quartier disciplinaire. Sa famille et son avocat indiquent qu'ils avaient alerté l'administration pénitentiaire sur son état psychologique fragile. Économie, c'est un chiffre qui donne le vertige. La croissance de la Chine au premier trimestre a été de 9,5% en rythme annuel, selon l'agence officielle, un rythme effréné, avec une conséquence pour le monde entier, l'envolée du prix des matières premières, pétrole bien sûr, mais aussi acier ou cuivre par exemple. Reportage Vincent Fourcade, Ludovic Tourte. Chez ce fabricant de chaudières, le cuivre, c'est le nerf de la guerre. 1600 tonnes consommées chaque année pour fabriquer quelques 65 000 appareils. Et aujourd'hui, le cuivre, ça vaut de l'or. Le cuivre, depuis un an, a pris 50%, c'est-à-dire qu'il est à 257 € la tonne, une situation qu'on n'avait pas connue depuis 10 ans. Dans les chaudières, il y a également de l'acier. Et le plus dur pour cette entreprise, c'est tout simplement de pouvoir s'en procurer. Aujourd'hui, il y a une réelle pénurie sur l'acier. C'est-à-dire que lorsque vous passez des commandes pour avoir la fourniture de votre matière, aujourd'hui, vous êtes livré pour octobre. Des métaux de plus en plus rares, car la demande ne cesse de grimper. Et de tous les pays, c'est la Chine qui a le plus gros appétit. Elle a besoin de presque 3 fois plus d'aluminium qu'il y a 5 ans et 2 fois plus de cuivre. La Chine, aujourd'hui, 2e consommateur mondial de pétrole. Un ogre affamé car il grandit vite, plus de 9% de croissance. Une industrie florissante à l'image de ce nouveau géant de l'électroménager qui vient rencontrer les patrons français. Notre entreprise est l'entreprise chinoise qui grandit le plus vite. Nous avons jusqu'à 70% de croissance par an. Alors évidemment, on a de plus en plus besoin de matières premières. Une demande de matières premières qui va aller en s'accélérant, car dans l'ombre de la Chine, un autre géant vient de se réveiller. La Chine, il y a l'Inde qu'il ne faut pas oublier. Nous avons 2,5 milliards d'êtres humains qui sont en train aujourd'hui de nous rattraper en termes de niveau de vie. Donc ils vont consommer. Et pour la première fois depuis plus d'une décennie, l'offre de métaux non ferreux devrait cette année être inférieure à la demande. La réforme du divorce adoptée par le Sénat en janvier est maintenant discutée à l'Assemblée. Il s'agit de simplifier, d'humaniser les procédures. On va voir dans un instant un exemple très concret, très parlant. D'abord le détail du projet, Éléonore Gay. Apaisé,
Pacifié. Des adjectifs qu'on imagine mal s'appliquer à un divorce. La réforme promet pourtant de faciliter la séparation des époux. En cas de divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire dans 60% des cas, il n'y a plus qu'une seule audience obligatoire devant le juge au lieu de 2. Le divorce pour faute n'est pas près de disparaître du Code civil. Il sera en revanche restreint aux situations les plus graves, comme les violences conjugales. Une nouveauté. Un époux divorcé à ses torts exclusifs ne sera plus automatiquement privé de la prestation compensatoire versée par son conjoint. Avec la future loi, un couple ne vivant déjà plus sous le même toit patientera moins longtemps avant de demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal, 2 ans de séparation. Enfin, le recours à la médiation familiale, préalable au divorce, devrait être facilité, permettant aux époux d'aborder plus sereinement les conséquences de la séparation et, qui sait, de désamorcer les conflits. On s'arrête un moment maintenant à cet exemple du médiateur avec un couple qui se déchirait, qui a pu retrouver des relations apaisées, dossier signé Anne Guéry, Nathalie Gallet. T'as acheté la webcam? Comment ça marche ce truc? C'est tout ça, tu me branches. C'est cher? Voilà. 39 € t'en as. 40 €. C'est comme un miracle cette gentille conversation, se parler de tout et de rien, se sourire tendrement, un miracle parce qu'avant ils ne se parlaient plus, mais alors plus du tout. La réconciliation, ils la doivent au médiateur. Il y a 2 ans, au moment de leur séparation, le juge avait ordonné une médiation tant ils se faisaient la guerre. Et le nerf de la guerre, c'était leur fille. C'était ma fille, c'était moi qui en avait la responsabilité, c'était moi qui voulais l'éduquer. Et c'est vrai que j'avais complètement balayé l'idée qu'elle ait un père. Le fait de ne pas pouvoir voir ma fille, c'était très pénible à vivre. Aujourd'hui, ils font le bilan et avec le sourire, c'est qu'ils reviennent de loin. Je me souviens aussi pourquoi on se prenait la tête à cause de la pension alimentaire. C'était les enjeux. L'aspect financier était lié, selon vous, à ce que Hortense n'aille pas chez son père? Ah non, non, non. Elle voulait garder leur fille pour elle toute seule. Du coup, lui refusait de lui donner de l'argent. C'était une caution quand même, quelque part, hein, peut-être vouloir que je puisse voir Hortense à condition que j'abdique, quoi. C'est comme ça que vous le viviez, vous? Oui, c'est comme ça que je le ressentais. C'est ce qu'on peut dire? Oui. Pendant 4 mois, à chaque séance, Pascal Cazet, le médiateur, a écouté les griefs de l'un, les souffrances de l'autre. À chaque séance, il les a aidés à répartir les torts et surtout à les relativiser. Moi, j'avais l'impression que moi, j'étais blanche dans cette histoire, que j'avais été une mère parfaite, une femme parfaite. Monsieur Cazet m'a aussi remis les choses, quoi, en disant, bon, bah, c'est vrai que Bernard a fait ça, mais vous, Graziella aussi, vous n'êtes pas un ange, quoi. Ça vous a aidé à changer? Oui. Et vous avez changé? Oui. C'est le contrat de leur nouvelle vie de parents séparés. Ils se sont partagés les responsabilités, la résidence de leur fille, les questions d'argent. Un contrat établi ensemble petit à petit avec l'aide du médiateur. Moi, j'ai pas d'idée à leur donner, j'ai pas de solution. Ce que je préfère, c'est travailler avec leur solution à eux. Parce qu'on est beaucoup plus enclin à vouloir respecter quelque chose qu'on choisit soi-même, plutôt que de respecter quelque chose qui nous est imposé par un tiers. Ils n'ont rien laissé au hasard. Les vêtements de l'enfant, ses loisirs, ses repas, qui paie quoi, à quel moment, pendant combien de temps, ils ont mis à plat toutes ces broutilles qui empoisonnaient leur vie. Au cours de la médiation, moi j'ai proposé donc de rendre les habits propres et repassés. Donc c'est ce petit plus qui a en même temps fait sourire Graziella et qui lui a dit « Ah bah tiens, tu vas me les rendre repassés, c'est super quoi ». Donc elle a pris un sourire et puis après ça a commencé à désenvenimer la situation. Après, il nous arrive encore de nous chamailler, il ne faut pas faire d'illusions. Ah oui? Bah oui, hein, je crois que de temps en temps, je lui fais encore des crises au téléphone. En même temps, est-ce que dans les couples unis, est-ce qu'il n'y a pas non plus quelquefois des moments de crise? Oui. Alors pourquoi il n'y en aurait-il pas non plus dans les couples qui sont séparés? Oui. La médiation, c'est du temps, 3 ou 6 mois, c'est selon, pour réapprendre à se mettre d'accord sur l'essentiel. À Lille, on estime que 70% des médiations réussissent, un moyen pour désengorger les tribunaux et apaiser les couples. L'appel au secours de plusieurs associations caritatives, alors que la demande d'aide alimentaire pour les plus démunis est en forte hausse, on en a souvent parlé ici même, les approvisionnements risquent de chuter. Motif notamment, les surplus européens sont en train de disparaître. Gaël Chauvin, Christian Leroux. Les autres, on les prend pas, hein, ça fait trop. Hein. On en a plein des pâtes. Avec son association, Mireille Ruichard fournit toute l'année des repas gratuits en région parisienne.
Comme chaque semaine, c'est ici, dans ces montagnes de stock de la Banque alimentaire, qu'elle vient se ravitailler. Une abondance toute relative. Malgré les tonnes de denrées emmagasinées cette année, les banques alimentaires redoutent une baisse importante des dons. Les principales sources de dons, les voici. Tout d'abord, l'industrie agroalimentaire, puis les surplus agricoles européens, la grande distribution, les dons de particuliers et enfin l'aide de l'État. Pour les banques alimentaires, le problème vient de l'aide européenne. La réforme de la politique agricole commune réduit les stocks de produits périssables, limitant ainsi les surplus qui reviennent aux associations caritatives. Nous essayons de troquer des produits du riz, par exemple, dont on a pour très longtemps et en grande quantité, en disant donnez-nous moins de riz et donnez-nous plus de viande, de la volaille, etc. à la place, pour que nous puissions avoir des conserves avec de la viande à l'intérieur. La crainte, c'est aussi l'entrée dans l'Union européenne de nouveaux États membres, à l'heure où la demande d'aide alimentaire en France est de plus en plus importante. Avant, on avait par exemple chaque repas entre 36 et 40 personnes et on arrive à avoir 50, 55, 60 personnes. Bon, et puis je dis des gens de plus en plus jeunes. Entre les soupes populaires saisonnières et la distribution de colis repas à l'année, la demande d'aide alimentaire ne cesse d'augmenter. Depuis janvier 2004, les associations ont recensé 10% de demandeurs en plus. Les leçons de la canicule et leurs effets inattendus. À 2 mois de l'été, les vendeurs de climatisation sont déjà en rupture de stock dans plusieurs grandes villes du sud de la France. Le ministre délégué aux personnes âgées, lui, s'est rendu dans une maison de retraite, Hubert Falco. Il demande, vous le savez, la création d'une pièce climatisée dans tous les établissements. Laetitia Legendre, Bernard Connor. Le carnet de commandes de cette entreprise toulousaine en témoigne. Difficile désormais de se faire poser la climatisation. Dans les entrepôts, il y a pratiquement rupture de stock et pour voir arriver chez vous les installateurs, mieux vaut s'y prendre à l'avance. Aujourd'hui, si un client commande, il sera livré début juin. Il ne faut pas qu'ils attendent début juin, sinon on ne pourra pas poser. À l'origine de cette frénésie de consommation, les souvenirs de la canicule de l'été dernier. Le boom en matière d'équipement est dû d'une part à la canicule, c'est vrai qu'il a été un facteur déclencheur, mais d'autre part au fait qu'on est terriblement en retard au niveau de l'équipement. Cette pénurie, on la retrouve aussi dans les maisons de retraite. Actuellement, moins d'une structure sur 5 est équipée d'une pièce rafraîchie. C'est cette réalité qu'Hubert Falco, le ministre délégué aux personnes âgées, est venu constater ce soir à Argenteuil. Ici, 20 000 € seront investis dans une pièce climatisée qui sera installée en principe d'ici l'été. Il y a 68% de maisons de retraite privées qui ont pris l'engagement de s'équiper avant la fin du mois de juin. Il y a 54% de maisons de retraite publiques qui ont pris l'engagement de le faire. Moi je dis que ce chiffre est encore insuffisant. Plusieurs milliers d'établissements ne seront donc pas équipés avant l'été, ce qui pourrait avoir de graves conséquences. En attendant, à Toulouse, comme presque partout, les grandes surfaces ont anticipé. Elles proposent une large gamme de ventilateurs comme solution d'appoint. Santé toujours, on parle beaucoup du dopage. Il n'est pas réservé aux professionnels. Les amateurs sont de plus en plus concernés, toutes disciplines confondues et à tout niveau. Les témoignages sont rares dans le milieu du culturisme notamment. En voici un, enquête signée Sophie Rodier, Alexandra Renard. Un cours de fitness bondé dans une salle de sport parisienne. À un rythme d'enfer, ils enchaînent les mouvements avec un seul objectif, avoir un corps parfait. Certains rêvent même de ressembler à cela, mais ces muscles sont souvent obtenus en trichant à coups d'hormones qu'on appelle anabolisants. Un engrenage que Lionel a bien connu, lui qui a passé sa jeunesse dans des salles de musculation. Il se trouvait trop maigre et pour surmonter ce complexe, il a tout avalé, même des produits interdits. On a un peu de résultats, on dit tiens je vais commencer les protéines parce qu'on est conseillé par l'éducateur de la salle et les autres, on n'entend que ça, je prends des protéines, tu devrais en prendre. Et sans s'en rendre compte, on cherche toujours plus, on va toujours plus loin dans la prise de produits, on voit que les protéines ça marche pas trop, on dit tiens il faut que je passe à une étape supérieure pour prendre encore plus. Et donc de là j'en suis venu aux anabolisants et à la testostérone. Je privilégiais la prise de muscles avant ma santé. Car rien n'est plus facile, même quand on est sportif amateur, que de se procurer des produits dopants. Exemple, au salon du bodybuilding qui se tenait il y a quelques semaines à Paris. Nous y sommes allés en caméra cachée avec comme guide Claude Kérac, éducateur sportif. C'est que des produits américains.
Ici, c'est le supermarché mondial des compléments alimentaires. Mais à côté des vitamines, on trouve des produits beaucoup plus dangereux pour la santé et même interdits à la vente. La créatine ici. Alors c'est écrit dessus, Créatech, créatine, c'est interdit à la vente. Là on va trouver quoi? Carrément, un Mawang, Guarana. Alors Mawang c'est de l'éphédrine, il y a 6% d'éphédrine. Alors ça par contre c'est produit stupéfiant. Hein, enfin le Mawang c'est produit stupéfiant, substance vénéneuse. L'éphédrine, proche des amphétamines, a déjà provoqué des accidents mortels. Quant à la créatine, à forte dose, elle peut avoir des conséquences sur le rein. Pourtant, aucun avertissement, aucune mise en garde sur les boîtes. Bien au contraire, la créatine est en promotion sur tous les stands. Créatine, c'est de la créatine pure, ça? Ah oui? 35 au lieu de 43. Ah ouais. Merci madame. Ce client repartira du salon avec 15 kg de protéines. Sur le marché, il existe aussi des gélules qui ne contiennent officiellement que des plantes. En fait, elles sont souvent coupées avec de la nandrolone, un puissant anabolisant. Le sportif pense prendre un produit naturel, en fait il s'intoxique. Et est-ce que vous avez pris les produits? Non, pas du tout. Vous avez totalement arrêté? Arrêté. Plus d'éphédrine? Plus d'éphédrine. Ouais. Le sujet développe une accoutumance, c'est amené à en utiliser également, peut être amené à utiliser d'autres produits, et il entre dans une situation d'addiction. Une fois entré dans la dépendance, pour aller encore plus loin dans la performance et oublier la douleur, certains n'hésitent pas à se mettre encore plus en péril. Le recours aux stupéfiants, cocaïne, héroïne n'est pas rare, même dans le milieu amateur. Beaucoup plus sain maintenant, les vacances et cette alternative aux colonies. Une semaine à la ferme, c'est très tendance paraît-il. Donner à manger aux chèvres, nettoyer les tables. Les enfants sont initiés aux travaux agricoles à La Salle dans le Gard. Véronique Gaglione, Frédéric Guibal. Qui c'est qui va débarrasser aujourd'hui? Alors qui c'est qui met... On a mis la table. Ah bon? Il y a toujours plus de volontaires pour le bon gâteau pur beurre ou le chocolat à la louche. Mais à la ferme, les enfants le savent, ils participent à tout, surtout à ce qui leur plaît d'ailleurs. Ils ne sont jamais loin des animaux. Mais n'aie pas... Non, attends, n'aie pas peur. Là, regarde, comme ça. Et tiens la tétine fort, sinon elle l'arrache. Hein. Tu sais, elle tire fort. Hein. Pour ces enfants des villes, la colo à la ferme est une vraie découverte, loin des parents. Ils prennent soin des animaux, apprivoisent leurs craintes. Ils apprennent aussi à leur donner d'eux-mêmes. Je ne sais pas pourquoi elle aime ça, mais elle aime beaucoup ça. Comment tu sais qu'elle aime ça? Bah ça sent parce qu'au niveau des oreilles, ça lui plaît. Ça n'a pas l'air de t'inspirer beaucoup le crottin. Non. Pourquoi? Bon, parce que c'est du caca. On les force pas. Bon, mais quelquefois, ça dépend de l'âge, mais quelquefois, je veux leur montrer quand même que c'est pas que du jeu, il faut, tu veux un animal, tu t'en occupes, quoi. Mais comme il reste souvent qu'une semaine, bon, c'est quand même les vacances, alors je veux pas que ce soit une corvée, hein. Entre châtaignes et framboises, les 11 hectares de l'exploitation accueillent depuis 20 ans des dizaines de petits cavaliers. À 330 € la semaine, ils pourraient vouloir seulement le plaisir, mais ils ont retenu quelques leçons auprès des bêtes. Il faut être patient. Parce que si on est pas patient avec les animaux, eux aussi ils nous rendront de l'impatience. L'avenir de cette ferme des Cévennes appartient désormais aux enfants. Ce tourisme-là, c'est la moitié des revenus de l'exploitation. Un autre programme maintenant, si l'on peut dire, pour les parents. Il faut aimer souffrir un peu, mais la récompense est extraordinaire. Le Marathon des Sables dans le sud marocain, 237 km de marche dans le désert. Julien Beaumont. Sous le soleil, exactement. Le thermomètre frise les 50 degrés, un temps à ne pas mettre un coureur dehors. Et pourtant, ils sont presque 600 à affronter depuis dimanche le désert du sud marocain. Le Marathon des Sables, une épreuve où chaque jour les participants effectuent une trentaine de kilomètres en marchant ou en courant, tout dépend de leur niveau. Les meilleurs mettent à peine 2 heures pour terminer l'étape. Pour les derniers, comptez 3 fois plus, mais tous ont le même objectif, se surpasser. Je me surprends un petit peu plus chaque jour, mais j'essaye de faire attention quand même, hein, parce que je sais ce qui m'attend.
Et c'est vrai, il faut s'économiser. Le marathon des sables, c'est une course à l'usure. Aujourd'hui, les concurrents ont dû affronter les dunes. En anglais, cela donne... Peu importe la manière de le dire, c'est toujours 35 km où à chaque pas on s'enfonce un peu plus. À l'arrivée, 600 ampoules soignées et une dizaine d'abandons. Alors à ceux qui sont encore en compétition, courage. Nous ne sommes encore qu'à la mi-course. Cinéma pour terminer avec un film qui secoue, un polar à la française dans l'univers des convoyeurs de fonds avec Albert Dupontel et Jean Dujardin. Le convoyeur, c'est le titre du film. Pascal Deschamps, Éric Delagneau. Vous avez déjà subi des expériences traumatisantes? Vous êtes marié? Qui est Alexandre Demare et pourquoi entre-t-il à la vigilance? Cette petite société de transport de fonds, victime de 3 braquages sanglants en 6 mois. C'est qui, toi? Excusez-moi, je suis à nouveau. Un flic, un voyou ou autre chose encore? Sur les pas d'Albert Dupontel et aussi novice que lui, les spectateurs infiltrent le monde secret des convoyeurs, ces OS de la sécurité, souvent payés au SMIC, pour transporter des millions. Il avait 35 ans, il était convoyeur de fonds. Ce monde dont on ne parle guère que dans les rubriques faits divers ou sociales des journaux. Le 20e en 10 ans. Dis-moi, tu t'es déjà fait braquer? Moi ? Un monde qui n'avait encore jamais été abordé au cinéma. C'est une profession qui est bien particulière. Hein, ça nécessite de la discrétion. Moins on est vu à la télévision, mieux c'est pour nous. Ce monde, le convoyeur en force les portes, nous faisant vivre au fil d'une intrigue à tiroir les épreuves de ces héros de l'ombre. Sentir l'odeur de la poudre, de la peur et de la sueur. Une plongée réussie. Il l'a traité de balance, putain, le vieux. Quoi, s'il s'est plagué, c'est qu'il y avait quelque chose à se reprocher, non? Les derniers bons polars français que j'ai vus, moi, c'était il y a 20 ans, c'était Alain Corneau. C'est le choix des armes, Police Python 157, Série Noire. Et je pense que Nicolas reprend les choses là où Corneau les a laissées en l'état. Entre-temps, il y a eu une sorte d'américanisation du polar français. Et là pour l'adrénaline? Un peu. Les convoyeurs qui ont vu le film trouvent que tout l'aspect technique est très réaliste, que les scènes d'attaque, pour ceux qui les a vécues, sont très brutales, très vraies. Après, évidemment que les caractères des convoyeurs, ils les trouvent un peu fantasques, mais bon, ça c'est du cinéma. Moi, je fais des caractères, je fais des personnages, sinon je fais un documentaire. On a eu 3 attaques dans la nuit. Pour son tableau d'une profession à risque, Nicolas Boukrieff a choisi la couleur noire, comme le genre du même nom, dont son film se réclame sans complexe. Il tient le spectateur en haleine jusqu'au dénouement final. Sortie demain donc, fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, 20h55, un jeu, c'est pour toi, présenté par Olivier Mine. À quoi seriez-vous prêt pour que le rêve d'un proche se réalise? C'est le thème de ce jeu. 1h10, dernier journal, Laurence Piquet, dès 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Jean-Paul Chapelle recevra Ségolène Royal, présidente désormais de la région Poitou-Charentes. On se quitte sur ces images de l'attraction du moment dans le département de la Loire. Elle s'appelle Jade, elle a 1 mois et demi, cette toute jeune femelle gorille est née en captivité à Saint-Martin-la-Plaine. Une naissance assez rare pour cette espèce en danger. À demain.